Voilà. Et voilà, donc ma petite blague du début, comment convaincre un producteur quand on n'est pas de la famille, c'est doux. Et on va commencer tout simplement par rappeler un petit peu à quoi sert un producteur. Moi, je me suis rendu compte dans mes différentes conversations avec des scénaristes et même des réalisateurs que souvent le métier du producteur était assez mystique, porteur de pas mal de préjugés. Et en fait, un producteur, c'est pas forcément quelqu'un au téléphone tout le temps qui roule en Porsche. En réalité, le producteur, il est donc au cœur de la production parce que c'est lui qui met en commun et qui rassemble tous les agents et les éléments nécessaires à la fabrication d'une œuvre audiovisuelle. Donc, bien évidemment, le texte qui en est la base, mais c'est aussi le producteur qui négocie et recrute tous les éléments et les membres de l'équipe créative, de l'équipe technique. C'est celui qui s'occupe de payer pour le matériel, de booker les lieux, les décors, et aussi des bureaux de production, par exemple. Et donc, pour faire tout ça, son rôle principal, c'est aussi de rassembler tout le financement. Donc, en fait, c'est un point névralgique financier et juridique et ça nécessite forcément une structure. Et donc, qui dit structure dit beaucoup de charges, des équipes administratives, comptables, juridiques. Et donc, tout ça, ce sont des personnes que le producteur rassemble autour de lui et qui doit évidemment rémunérer. Et donc, on n'est pas face à une île, une personnalité île, dont l'objectif est principalement de se faire de l'argent. En fait, aussi, ce qu'on réalise très peu en Europe, c'est que le producteur ne finance pas lui-même les productions qu'il lance. C'est-à-dire que tous les financements doivent être trouvés en amont. Les studios américains ont un autre système de financement en interne où en fait, ils financent tout et ensuite, ils se récupèrent sur les recettes. Nous, en Europe, on n'est pas du tout comme ça. Le financement, il vient de toute une sorte de sources différentes. Quand il s'agit de télévision, le financement va venir du diffuseur principal, qu'il s'agisse d'une chaîne de télé ou d'une plateforme, mais il va aussi venir du centre du cinéma, de prévente à l'étranger, de fonds régionaux, genre le Fonds Île-de-France, la région Aquitaine, d'investisseurs privés, des Sofica. Et tous ces financements viennent en priorité sur les financements du producteur. En général, le producteur, lui, de toute façon, il n'a pas les moyens de financer de lui-même une production. Tout le financement doit être rassemblé à l'extérieur. Dans le cadre du cinéma, les financements viennent principalement du centre du cinéma également, du distributeur, potentiellement de plateformes, de distributeurs internationaux à l'étranger, de placements de produits et aussi d'investisseurs. Voilà. Mais donc, du coup, cela veut dire, c'est que les objectifs du producteur, pardon, évidemment, c'est de faire rentrer de l'argent dans sa société. En même temps, comme tout le monde, on est dans une industrie. Mais cet argent-là, ça va d'abord lui servir à payer les salariés et les collaborateurs, de payer aussi leurs factures et les frais généraux. Et une fois que tout ça c'est fait, le restant va servir aux producteurs à développer des projets artistiques, développer potentiellement des projets qui sont un peu plus risqués, qui sont un peu plus des paris, pour ensuite vendre ces projets et donc du coup faire rentrer de l'argent et payer ses salariés, ses collaborateurs, etc. Donc, ça, ce sont les objectifs du producteur. Ce qui se passe en boîte de prod, en fait, quand on lance un projet artistique, c'est qu'on rentre dans une chaîne qui s'appelle la chaîne du développement. Et la chaîne du développement, c'est un très, très, très long process. Et c'est important que vous ayez conscience de ce process, parce que sans ça, en fait, vraiment, vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez quand vous rentrez dans une collaboration avec un producteur. En fait, la chaîne du développement, c'est très, très long. On ne se rend pas compte, mais c'est très, très long. C'est-à-dire, je vous ai fait un deuxième slide sur le cinéma, mais on va commencer par la télé, ce qui est un peu plus ma spécialité. Quand un producteur optionne un projet, c'est-à-dire qu'il prend les droits d'un projet, en fait, il les prend d'une certaine façon un peu en location, il loue l'exclusivité de votre projet pendant 2-3 ans. Une fois qu'un producteur optionne un projet, il y a tout un tas d'étapes. La première, c'est de constituer l'équipe d'écriture. Dans le cas d'une série télé, c'est très très rare qu'on écrive une série télé seule. La charge de travail est beaucoup trop lourde. C'est à peu près pour une saison, on va dire en France, 6 épisodes, c'est quand même 6 heures de télé. C'est énorme en termes de quantité de pages à fournir. Donc c'est le producteur qui va constituer l'équipe d'écriture autour du créateur
qui va potentiellement choisir le directeur d'écriture, parce que forcément, les diffuseurs ont besoin d'être assurés par rapport aux personnes qui travaillent, ne serait-ce que parce que, comme je vous ai dit, c'est très, très long. C'est une énorme quantité de minutes qu'il faut livrer. Donc, du coup, il y a un enjeu industriel qui est très fort. Et cet enjeu industriel très fort, on ne peut l'aborder qu'en ayant une équipe expérimentée. Écrire 6 épisodes de série télé, ça ne se fait pas comme ça. Et surtout, il faut avoir confiance dans son équipe créative et son équipe d'écriture, en fait, de livrer un projet qui soit attractif jusqu'au bout. Et surtout que cette équipe puisse tenir en fait, toute la durée du développement. Donc, une fois que l'équipe est constituée, on part en écriture. Cette écriture qui se fait en fonds propres. Et donc, en fait, les fonds propres, c'est les financements personnels du producteur. Et en général, les fonds propres, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que cette première phase d'écriture se fait sur des budgets qui sont vraiment très, très maigres. Mais pour que vous compreniez la raison de ces budgets-là, c'est parce qu'en fait, donc ça vient vraiment de ce que le producteur a mis de côté. Alors, en plus, tous les producteurs ne financent pas forcément cette étape, donc soyez vigilants. Mais en tout cas, c'est une étape sur laquelle tout le monde doit faire des sacrifices. Et donc, en fait, cette première étape d'écriture, ça va être une écriture ou une réécriture selon ce que l'auteur a amené, de ce qu'on appelle un pitch deck ou une pré-bid de série. Donc, souvent, c'est un document de vente et c'est un document qui permet d'aller chercher une partie des financements en amont. On peut aussi commander une bible de la série. Là, on est sur un document un peu plus lourd, d'environ 15 à 30 pages, selon la série, selon les enjeux dramatiques. On va aussi financer potentiellement les synopsis d'épisodes, donc c'est d'épisodes de toute la saison. C'est-à-dire que si vous avez 4 épisodes, 6 épisodes, 10 épisodes, il va falloir écrire 1 à 2 pages par épisode. Et potentiellement, là, c'est très optionnel, le financement du pilote. Dans cette phase-là, le producteur va aussi entrer dans une recherche de financement, donc de financement dit d'écriture. Les auteurs ont accès à pas mal d'aides à l'écriture au fond du cinéma, au centre du cinéma et la fédération potentiellement, où vous n'avez pas nécessairement besoin d'être attaché à un producteur. En général, cette aide à l'écriture vous aide à arriver jusqu'à l'étape de la bible de la série et parfois du synopsis d'épisode. Donc là-dessus, les auteurs peuvent être autonomes, mais le producteur peut aussi, lui, faire appel à des aides à l'écriture à ce moment-là, ce qui lui permet bien sûr d'alléger son investissement en fonds propres. Donc pour lui, c'est un enjeu très élevé et vous allez souvent avoir affaire à des producteurs qui vont privilégier cette recherche de financement par rapport à l'accompagnement de l'écriture et qui vont préférer lancer l'écriture uniquement une fois que ces financements auront été recoupés. Voilà, donc ça c'est la première étape d'écriture et une fois que cette étape elle est faite, le producteur va partir sur le marché avec votre projet dans sa petite valise et il va aller démarcher tous ses différents potentiels clients et interlocuteurs. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, dans le cadre d'une série télé, ça va être des diffuseurs de télévision, donc des chaînes traditionnelles ou des plateformes, et potentiellement des distributeurs avec qui il peut faire des conventions de co-développement où le distributeur va avancer un petit peu d'argent pour aider l'écriture en espérant que la série se fasse et que lui-même puisse décrocher le contrat de distribution de la série. Si tout se passe bien, si votre projet est convaincant, alors là, on entre dans une convention de développement avec un diffuseur, c'est-à-dire que le financement va être partagé entre le diffuseur et le producteur à 50%. Et cette convention va permettre d'écrire tous les textes. Donc, on va repasser sur le pilote, on va repasser sur les synopsis d'épisodes. Et là, c'est un travail où, en fait, l'auteur et le producteur vont devoir répondre aux attentes du diffuseur. C'est d'autant plus vrai en France qu'un diffuseur amène à peu près plus de 50 à 60% du financement par épisode. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un vrai client qui amène quasiment tout l'argent. Et donc, c'est vrai que ces desiderata artistiques vont passer en premier. En Belgique, c'est un petit peu moins le cas. La RTBF finance à 50% avec la Fédération Wallonie-Bruxelles sa partie du budget, mais c'est pas forcément, ça n'atteint pas les 50% de financement par épisode. Mais à partir du moment où vous êtes attaché à un diffuseur, ce diffuseur-là, sa voix va primer au chapitre vachement plus que la voix du producteur ou la voix de l'auteur. Donc, c'est toute une période de compromis qu'il faut naviguer et qui prend, alors là, ça prend des mois, ça prend vraiment des mois parce que les diffuseurs, forcément, vous êtes en attente de leur retour créatif et artistique. Et donc, ça rajoute des délais à l'écriture. Si les diffuseurs sont contents du script du pilote et des synopsis d'épisodes qui ont été revus ensemble, dans ce cas-là, on part sur la commande. Et là, la commande, ça veut dire qu'on enclenche l'écriture de tous les scripts parce que maintenant, aujourd'hui, pour optimiser le budget, on essaye de tourner tous les épisodes d'affilée.
De nouveau, aux États-Unis, quand ils ont des saisons de 22 épisodes à l'année, ce qui se fait de moins en moins, en général, on tourne un épisode par semaine ou semaine après semaine. Et donc, du coup, en fait, on tourne sans communaliser les décors au fil de la saison. Nous, en Europe, sur des saisons de 6 à 8 épisodes, on essaye en fait de faire un plan de travail qui coupe tous les épisodes pour voilà, limiter les coûts, limiter la présence des acteurs en plateau, limiter le nombre de jours de location des décors, etc. Donc, ça veut dire que tous les scripts doivent avoir été écrits en amont. Et ça, l'écriture des scripts, c'est un process qui prend à peu près un an, selon le nombre de personnes qui sont dans l'équipe et le nombre d'épisodes dans la saison, évidemment. Et une fois que ça s'est fait, on entre en production. Donc, en fait, cette chaîne de développement, ça a une durée moyenne de 2 à 3 ans. C'est-à-dire que si vous vous engagez avec un producteur, ayez bien conscience que si votre projet va au bout, vous êtes parti dans une collaboration professionnelle avec une personne et une société pendant environ 2 à 3 ans. Donc, c'est un engagement qui pèse très, très lourd pour vous et pour le producteur de l'autre côté. La chaîne de développement en ciné, elle est un peu plus courte. Alors après, bien sûr, il y a des cas particuliers, ça peut être bien plus court, ça peut être aussi très très long. Tout dépend. Mais donc du coup, en termes de développement d'un script de cinéma, c'est un peu différent aussi parce que l'écriture se fait bien plus en amont que l'écriture de télé qui se fait une fois qu'une partie du financement a été rassemblée. L'écriture d'un script de cinéma, elle se fait beaucoup sur son propre. Et donc, elle dépend énormément aussi de recherche de financement au stade du développement. Et c'est vrai que des financements, à ce stade-là, il y en a pas énormément. Donc, la constitution de l'équipe d'écriture là-dessus est une phase un petit peu optionnelle. Par contre, l'écriture du script, en passant du traitement au séquencier jusqu'au dialogué, là, elle va se faire en duo avec le producteur. Et là, c'est un process qui peut être très, très long, surtout si vous passez par toutes les différentes étapes. Si vous amenez un script qui a déjà été, que vous avez rédigé de vous-même, si vous voulez, là, ça peut être raccourci, sauf si le producteur veut vous faire des modifications. Mais en tout cas, voilà, si vous amenez un dialogué qui est déjà 100% rédigé, bien sûr que ça va raccourcir le délai. Maintenant, ça veut dire que vous aurez ou vous-même financé l'écriture de ce dialogué via la recherche d'aide à l'écriture, ou malheureusement, vous l'aurez rédigé seul. Et c'est le cas pour énormément de scénaristes aujourd'hui. C'est pas nécessairement ce que je recommande. C'est toujours mieux d'aller chercher une aide à l'écriture. Malheureusement, il y a énormément d'appelés et très peu d'élus. Et ça, c'est un ratio que vous allez devoir calculer pour vous-même. L'investissement personnel que vous allez vouloir mettre sur votre écriture, sachant que financièrement, c'est un investissement qui va être très lourd pour vous. Une fois que le script est écrit et que tout le monde est plus ou moins content, alors là, on commence à constituer les financements. Mais alors, pour rassembler ces financements, ça veut dire que souvent, il faut attacher créativement d'autres partenaires. Donc, si vous n'êtes pas réalisateur, il faut attacher un réalisateur. Alors ça prend du temps parce que les réalisateurs, ils ont des plannings très serrés et donc il faut qu'ils vérifient s'ils peuvent tourner en mai prochain ou alors maintenant, puis combien de temps le tournage va durer, est-ce qu'ils ont envie d'être sur un film de ce genre, est-ce qu'ils n'écrivent pas eux-mêmes un propre film. Donc ça, c'est des discussions qui sont très très longues avec les agents, avec les réalisateurs eux-mêmes. De même pour le casting, selon le niveau de casting que vous souhaitez, est-ce que vous allez chercher directement les stars elles-mêmes, est-ce que vous allez passer par leurs agents, est-ce que vous allez passer par un directeur de casting qui va potentiellement attacher des acteurs avec un accord de principe. Tout ça, c'est une recherche qui prend du temps et vous allez déjà avoir des petits retours du réalisateur, des petits retours du casting. Ça arrive très souvent que des comédiens disent « Ah ben oui, moi ça m'intéresserait, mais si ce rôle il est retravaillé en nanana ». Donc ça veut dire que déjà, il y a une petite partie de réécriture qui va devoir être faite du côté de producteur-auteur, du duo producteur-auteur. Ensuite, une fois qu'il y a aussi des coproducteurs qui sont sélectionnés, plusieurs distributeurs, etc., ces différents agents vont tous vous faire des retours. Et forcément, vu que le financement dépend de ces différents éléments, il faut très souvent réécrire pour s'adapter aux besoins et aux desiderata des personnes qui vont financer le film. Une fois que tout ça c'est fait, on lance la production. Une fois de plus, la production, on ne va pas forcément la lancer tout de suite. Pour peu que votre actrice principale tombe enceinte, il faut décaler tout le tournage d'1 an et demi. Enfin, donc en fait, la mise en production dépend aussi de tout un tas de facteurs qui ne sont pas juste le script est terminé. Il faut aussi faire en sorte que tous les membres de l'équipe créative qu'on a envie de rassembler puissent être dispo au même moment pour la même durée de temps. Donc, le profil en fait, du producteur, quand il cherche un scénariste ou quand il cherche un collaborateur artistique, en fait, il a des petites... forcément, il a comme quand on cherche à se mettre dans une relation, en fait, tout le monde a ses petits critères personnels.
Et donc, lui, ce qu'il cherche, en général, c'est quelqu'un qui partage ses objectifs, qui comprenne ses contraintes et l'aide dans ses besoins. Je m'explique. Comme je viens de vous l'expliquer, une relation producteur-talent, c'est une relation à long terme. Qui dit relation à long terme, ça veut dire qu'il faut que humainement, on sente qu'il y a un feeling qui passe entre vous et que vos personnalités soient compatibles. Parce que vous allez le voir pendant ces 2-3 prochaines années, vous allez avoir des conversations qui vont être très difficiles. Et là, c'est mon point suivant, c'est ouvert à la critique et au changement, parce que quand on est scénariste ou talent en général, la critique, c'est ce qu'il y a de plus dur à recevoir et en même temps, on en reçoit tout le temps. Et là, vous allez devoir être capable d'écouter, d'entendre et potentiellement d'impacter des critiques qui vous auront été faites par tout un tas de personnes différentes qui n'ont peut-être pas les meilleures intentions vis-à-vis de votre œuvre artistique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'entendre sans s'enflammer, qu'il faut être capable de raisonner. Et c'est vraiment très, très dur et ça peut très vite mettre à mal une relation humaine. Donc, il faut que le producteur puisse se sentir à l'aise de vous relayer tout ce qu'il aura entendu sur votre fil, sans que votre relation soit mise à mal et qu'on arrive à un blocage. Il faut aussi être prêt à travailler en équipe parce que parfois, vous allez avoir des manquements dans votre écriture ou dans votre réalisation. Peut-être que vous avez d'excellentes idées, mais qu'en termes de structure, vous n'êtes pas les meilleurs. Ça veut dire que le producteur peut vous dire, est-ce que ça dirait... Je suis désolée, je t'interromps juste 2 Oui. secondes parce que je pense qu'on est bloqué sur la slide de départ. Ah bon? Ah Ouais. mince! Oh là. Alors, attendez, je vais vous la repasser vite fait alors. Je recommence. Voilà, c'est juste. Ah oui, effectivement. Alors, je repartage. Oui, parce que moi, j'étais en mode croisière, quoi. Oui, ça, au début, je me disais, bon, est-ce que c'est normal? C'est bon, là, vous voyez? Là, c'est bon, ouais, tout à fait. Ok, Ouais. bah alors attends, je vais repasser sur ma slide. Je vais y arriver. Hein. J'ai dû me remettre au début, pardon. Là, c'est bon? Oui, on a en tout cas la première. Je passe en plein écran, voilà. Ah, excusez-moi. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va réviser. Donc, ma petite slide, le producteur, à quoi ça sert? À rassembler. Là, on est toujours sur la numéro 1. Là, hein. Mais non. Ouais. Peut-être que si tu passes en plein écran, ouais, là, on est passé à la 2. Mais alors, attends, parce que si je lance le diaporama, ça ne marche pas. Votre partage d'écran est en pause. Attends. Ok. On est face à un problème. Mais là, on est en tout cas sur la deuxième slide, là sur la 3. Donc... Ok, mais je vais rester comme ça là. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, ça vous spoil un peu la suite. Mais bon, c'est pas important. Donc oui, voilà, pour en revenir au prod. Ah, mais du coup, mes petits gifs animés, ils vont pas bouger. Bon, tant pis. Voilà, donc ça c'était un petit gif de Seinfeld voilà ce à quoi sert le producteur et ce qui rassemble les notions de financement. Donc comme ça, voilà, visuellement, vous pouvez aussi avoir la petite liste. Donc quand c'est en télé, ça vient de diffuseur principal, pré-vente, centre du cinéma. Quand c'est en film, ça va venir du centre du cinéma, du distributeur, potentiellement plateforme, fonds régionaux, investisseurs et en dernier du producteur. Quand il s'agit des objectifs des producteurs, donc c'est évidemment se rémunérer comme nous tous, mais cela dit, eux, quand ils se rémunèrent, en fait, une grosse partie de ce qu'on appelle le salaire producteur dans un budget vient d'en payer les salariés et les collaborateurs. Et en fait, les collaborateurs, c'est également les personnes qu'on a vues sur la slide précédente. Du coup, je me permets de faire des petits ajouts. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des investisseurs privés, en fait, personne n'investit sur un film sans espérer avoir des recettes. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les recettes rentrent chez le producteur, il faut que ça ressorte et que ça ressorte en salaire chez leurs collaborateurs, mais donc aussi chez les investisseurs. Et enfin, payer les factures et les frais généraux. Les auteurs, en général aussi, ils ont une part de recettes, mais bien sûr, elle sort une fois que tous les investisseurs ont été payés et ont touché leurs recettes. Et ensuite, les auteurs et les réalisateurs et les comédiens touchent leurs recettes. Et enfin, en dernier, c'est le producteur qui récupère ce qui reste. Et donc, ce qui reste, ça va lui servir à développer son entreprise et donc à développer des projets et potentiellement tenter de développer des projets qui sont plus risqués. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'au début, les producteurs, quand ils se lancent,
ils préfèrent aller sur des projets qui sont un peu safe parce que sans ça, la garantie de se rémunérer n'est pas forcément là. Donc la prise de risque, c'est un luxe que tous les producteurs ne peuvent pas se payer en début de carrière. Je vous remets la chaîne du dev. Effectivement, je pense que là, ça sera nettement plus clair pour vous. Donc, concept, constitution d'équipe d'écriture, écriture, convention de développement, commande, production. Donc, ça, c'est pour la télé, environ 2-3 ans. Cette partie écriture, elle se fait en fonds propres. Et là, cette partie-ci, elle se fait en cofinancement avec un diffuseur. Mais bon, cofinancement, ce n'est qu'un cofinancement. Donc, c'est-à-dire que le producteur, il doit aussi avancer de l'argent à cette phase-là. Et en général, c'est un gros montant parce que les diffuseurs, ils mettent des gros montants pour l'écriture. Enfin, ils mettent des montants qui sont réglementaires. Et donc, du coup, le producteur, il préfère investir son argent là plutôt que l'investir là. La chaîne de développement signée. Donc là, la constitution de l'équipe d'écriture, elle est optionnelle. Ça dépend des cas. L'écriture ici, elle est beaucoup plus longue parce que si le film n'est pas déjà écrit quand vous avez pris contact avec le producteur, mais dans ce cas-là, vous allez passer par les phases un peu traditionnelles d'écriture, traitement, séquencier, dialogué. Et sur un traitement, en général, on fait 2-3 allers-retours. Sur un séquencier, on va en faire encore plus. Et sur un dialogué, encore plus. Sachant qu'à chaque étape peut rentrer un script doctor si le projet pédale. Une fois qu'on a un script, alors là, on peut rentrer en constitution des financements. Mais pour faciliter cette constitution-là, on va essayer de monter une équipe artistique la plus solide possible. Et donc, ça passe par la recherche du réalisateur et un pré-casting. Et potentiellement, donc, du script doctoring pour régler les petits problèmes de script. Une fois que tous les financements sont rassemblés ou presque, et bien là, il faut prendre donc, les retours de chacun des financeurs qui va vouloir faire ces petits retours perso. Et donc là, il faut repartir en écriture. Et ensuite, on part en production. Comme je vous le disais, la production, elle ne se lance pas une fois que tout ça s'est accompli. En fait, il faut aussi que toutes les personnes de l'équipe, c'est-à-dire 150 personnes, soient disponibles au même moment. Et puis en plus, alors selon s'il faut tourner en hiver, en été, machin, attendre la saison, ça peut décaler aussi considérablement la période de production. Et donc, le développement long métrage, en moyenne, ça dure 2 ans. Ça peut être bien sûr plus long, en particulier si il s'agit d'une première réalisation de réalisateur. Donc, le profil Tinder du producteur. Comme je vous disais, quand on cherche une relation en fait, avec quelqu'un, bien évidemment, on a besoin d'être en accord sur les objectifs des 2 personnes dans le cadre de cette relation. Et donc, ce qu'un producteur cherche en priorité, c'est de forger une relation à long terme avec un talent. Et cette relation à long terme, d'une part, parce que le développement, c'est un processus qui est très, très long, mais d'autre part, parce que si ce premier développement se passe bien, ben, potentiellement, vous allez travailler ensemble sur tous vos films et séries ultérieures. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu qui est extrêmement important de se lancer dans une relation avec une personne et sa société pour des années, voire plus. Et donc, en plus, pendant cette période-là, ces années de développement qui vont se passer, vous allez devoir avoir des conversations qui vont être difficiles. Et donc, c'est clair que ce que le producteur va chercher à évaluer chez vous lors de sa première rencontre avec vous, c'est votre capacité d'écoute et d'encaisser des critiques et des demandes de modification sur votre œuvre. Donc, il faut vraiment montrer que vous êtes... voilà. Alors, sauf si vous n'avez pas envie, mais bon, voilà, en tout cas, un producteur, souvent, il a envie, il cherche quelqu'un qui est à l'écoute et avec qui il va pouvoir avoir des conversations franches sans que l'intégralité de la relation soit mise en danger. Aussi, donc là, j'en étais là, quelqu'un qui est prêt à travailler en équipe. Imaginons que vous ayez des défauts dans une certaine partie de l'écriture. Le producteur peut vous adjoindre un auteur. Et il va potentiellement adjoindre un auteur que lui connaît, avec lequel il a déjà travaillé. Et donc, ça veut dire qu'il faut partager son œuvre, en fait. Il faut partager son œuvre et il faut partager sa vision avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on a l'habitude de travailler seul. Mais alors, de la même façon, si dans le cas d'une série télé, il y a la collaboration artistique avec vos co-auteurs va se faire dans un ordre hiérarchique. C'est-à-dire que plus le pool d'auteurs est grand, plus on a besoin d'une hiérarchie et d'une personne qui gère la vision. Et cette personne, ce ne sera peut-être pas vous. Cette personne, ce sera peut-être une autre personne un peu plus expérimentée qui va rassurer tel ou tel diffuseur
et qui va se mettre au service de votre vision première, mais qui va devoir trancher et prendre des décisions pour faire en sorte que la série rentre dans les cadres du diffuseur et que le diffuseur aura posé. Voilà, donc ça, c'est aussi une qualité qu'il faut essayer de manifester. Et le dernier point, qui est aussi le point le plus important pour moi, c'est de partager les mêmes ambitions au même rythme. C'est-à-dire qu'il faut que le producteur et talent se mettent d'accord sur leurs objectifs et sur les périodes d'accomplissement de ces objectifs. Est-ce que vous voulez à tout prix vendre votre série? Est-ce que vous voulez la protéger et protéger votre vision artistique, et donc du coup ça va impacter votre choix du producteur. Donc tout ça, c'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes notes. Voilà. Si vous avez des velléités de réalisation, si vous voulez être le directeur d'écriture de votre série, ça, il faut le manifester tout de suite. Vous ne pouvez pas garder ce genre d'informations cachées, il faut révéler vos cartes tout de suite. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez une relation saine et surtout que vous pourrez trouver le bon partenaire. En plus, au-delà de ça, si vous révélez vos désirs tout de suite au producteur, il saura potentiellement vous conseiller et potentiellement vous aider à ajuster votre plan qui peut-être est un peu trop rapide ou un peu trop lent. Tous les producteurs n'ont pas tort. Et parfois, c'est bien de les écouter parce qu'ils ont un point de vue complètement différent sur la gestion de carrière et la gestion de projet. Mais le point le plus important, alors bien sûr, ce webinaire s'appelle « Comment convaincre un producteur », mais le point le plus important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous avez le choix. Tous les producteurs sont différents. Un producteur, son objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de vendre des projets pour se rémunérer et rémunérer toutes les personnes qu'il doit rémunérer. Donc ça, c'est son objectif premier. Alors après, tous les producteurs sont différents. Il y en a qui sont spécialisés dans des films et des séries de divertissement pur, où il n'y a pas d'enjeu artistique très très fort. Il y a des producteurs qui, au contraire, sont là pour porter les films d'auteur, qui sont là pour porter les visions des talents. Et donc, en fait, c'est à vous de faire vos recherches avant de rencontrer les producteurs. C'est à vous de regarder ce qu'ils ont produit par le passé. Sachant, par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de producteurs font des coproductions. Et la coproduction en Belgique, c'est un système un peu différent. Il y a beaucoup de tax shelters et de financements qui sont à disposition de l'industrie de l'audiovisuel en Belgique. Et énormément de producteurs font leur business là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être un producteur d'un pays étranger qui, lui, aura la vision du film, mais qui va venir le tourner en Belgique ou venir faire la post-prod en Belgique pour prendre de l'argent pour compléter son financement. Il y a des producteurs belges qui mettent ces films indifféremment sur leur site. Or, ce ne sont pas forcément des films dans lesquels ils auront eu une vision artistique. Donc, c'est important que vous fassiez le distinguo. Ce n'est pas parce qu'un producteur belge aura mis sur son CV qu'il a fait plein de films qui vous plaisent qu'il aura véritablement porté la vision de ces films. Renseignez-vous auprès des associations professionnelles. Donc en Belgique, on a l'ASA, l'association des scénaristes, il y a aussi une association de réalisateurs. En France, il y a la Guilde des scénaristes. Parlez avec votre entourage, parlez à la SACD pour savoir qui sont ces gens, comment ils travaillent et essayer d'écouter un petit peu leur réputation parce qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de différentes personnalités. Et l'objectif aussi, moi, je vous ai donné les objectifs du producteur qui sont de rencontrer des personnes qui répondent à tout ce que je viens de vous expliquer, mais il faut que vous trouviez une personne qui vous corresponde également parce que lui part dans une relation de 2-3 ans, mais vous aussi, vous partez dans une relation de 2-3 ans avec elle. Et c'est vraiment très, très important que vous trouviez une personne qui puisse vous apporter tout ce que vous allez lui apporter également. Donc, qui puisse être à votre écoute, qui puisse vous conseiller, qui puisse partager votre vision artistique pour au mieux la défendre. Mais donc, ça nécessite en fait que vous fassiez une espèce d'introspection. Vous devez vous poser tout un tas de questions avant que le producteur ne vous les pose. Sinon, vous allez devoir rattraper, vous allez être en retard dans une négociation que vous n'aurez pas préparée. Donc, faites votre introspection. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez vendre votre série à tout prix? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier père et mère pour que votre série soit diffusée? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher l'écriture? Est-ce que vous êtes prêt à n'avoir qu'un crédit de créateur ou un crédit de co-créateur? Est-ce que vous êtes prêt à ce que quelqu'un d'autre en fait prenne votre concept et l'écrive à votre place? Est-ce que vous voulez absolument réaliser? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher l'écriture pour vous consacrer à la réalisation? Est-ce que vous êtes prêt à faire une co-réalisation avec quelqu'un d'autre?
Est-ce que vous avez écrit ce projet avec votre meilleur ami, mais vous savez bien que votre meilleur ami, il écrit moins bien que vous? Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on débranche votre meilleur ami? Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre meilleur ami reste dans la série et pas vous? Est-ce que vous êtes prêt à prendre un statut de consultant artistique? Donc, tout ça, il faut que vous vous posiez ces questions-là, parce que le producteur, laissez-moi vous dire, ça, il les a déjà dans la tête, en fait. Et il est déjà en train de les passer quand vous allez lui pitcher votre projet. Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus. Je sais qu'il y a un temps, Tanguy Rosen faisait une formation à la SACD qui était extrêmement intéressante là-dessus. Et lui, ce qu'il dit, c'est plus vous multipliez les curseurs et plus vous avez de chances d'être satisfait dans le compromis. Donc, c'est-à-dire, au niveau des curseurs, c'est un petit peu ce que je vous ai dit rapidement. Par exemple, en crédit, vous avez le crédit de créateur. Vous avez le crédit d'auteur ou co-auteur de la Bible, vous avez le crédit d'auteur ou co-auteur des Arches, vous avez le crédit maintenant, genre regardez le générique par exemple de 10% ou de la série Lupin, vous verrez qu'il y a énormément de différents petits crédits qui s'enchaînent sur lesquels vous pouvez agir. Et donc si le producteur vous dit oui mais voilà, moi je trouve que tu n'as pas les épaules assez larges pour écrire cette série, mais vous pouvez lui répondre dans ce cas-là, ok, d'accord, je lâche, mais moi je veux un crédit de créateur. Ou alors je veux un crédit d'idée originale. Et là, vous aurez les moyens de vous défendre et d'atteindre vos propres objectifs. Donc, pour ça aussi, faites-vous conseiller par quand vous serez face à la signature de votre contrat, etc., faites-vous conseiller par des amis qui ont déjà signé des contrats comme ça. Idéalement, moi, ce que je recommande, c'est de se chercher un agent. Ce n'est pas une pratique qui est courante en Belgique. Mais c'est de se chercher un agent. Et là, on pourrait faire aussi un webinaire comment convaincre un agent. Mais un agent, c'est la personne qui va vous faciliter au maximum ce genre de démarche. Après, pour avoir un agent, évidemment, il faut avoir un peu d'expérience ou être un petit peu connecté ou sortir d'une école dans laquelle les agents vont chercher des talents. Donc ça, c'est aussi un truc un peu compliqué à faire au niveau de sa gestion de carrière. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui va vous simplifier la tâche considérablement. Alors, où rencontrer des producteurs? Vraie question. Avant tout, identifiez-les. Donc, ça veut dire que vous allez devoir de nouveau vous renseigner. Regardez dans les génériques de séries belges, par exemple, les noms des producteurs. Cherchez-les sur Google. Rendez-vous dans des festivals. Donc, en Belgique, par exemple, il y a le Are You Series, le Brussels Short. Vous pouvez aller à Sérimania, qui est facile d'accès pour les auteurs belges. Il y a le Festival de La Rochelle, le Festival des scénaristes de Valence. Rendez-vous dans ces festivals-là parce que souvent, une fois que vous êtes accrédité, vous avez accès à un annuaire de membres de l'industrie qui vont s'y rendre. Cet annuaire est très, 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 très précieux parce que parfois, il y a des adresses mail. Et puis surtout, voilà, vous avez les noms des gens, vous avez les noms des sociétés et vous allez pouvoir vous faire une vision précise de qui sont les producteurs dans le paysage audiovisuel belge, francophone et français. Ensuite, voilà, les producteurs, ils sont donc dans ces festivals, ils traînent également aux avant-premières. Et dans ces festivals et avant-premières, vous avez déjà des opportunités de les rencontrer. Il y a des événements où ils seront plus ou moins disponibles. Donc, c'est-à-dire, ne vous rendez pas à l'avant-première d'un film en espérant parler au producteur de ce film-ci. Il ne sera pas disponible pour vous. En général, les avant-premières aussi sont des événements très sociaux où si vous cherchez à rencontrer un producteur, sachez que le producteur il cherche à rencontrer un financier à ce même événement. Donc, ce que vous pouvez faire dans ces événements-là, c'est ou aller à des festivals qui ont des sessions de networking ou à Rue Series, ils ont du speed dating pour faire des rencontres où vous pouvez pitcher vos projets. Ce que vous pouvez faire à ces événements-là, c'est juste vous balader, vous faire présenter vite fait par des personnes qui connaissent déjà les producteurs en question et ensuite garder cette présentation dans votre poche parce qu'elle vous servira plus tard à contacter le producteur par mail. Moi, personnellement, je n'aime pas être prise d'otage dans un ascenseur ou prise en otage dans un ascenseur ou dans un drink où, en fait, on me présente un auteur et en fait, l'auteur me dit « Mais là, c'est super, je vais te pitcher mon projet » et la personne me parle pendant 10 minutes. Moi, ce n'est pas le genre de rencontre qui me pousse à avoir envie de revoir la personne après. Moi, ce que je préfère, c'est une première approche et ensuite avoir un contact par mail avec la personne et dans laquelle elle me présente de façon claire et nette dans son texte qui elle est, où je l'ai rencontrée, quelle est son expérience, quel est son objectif et le projet dont elle veut me parler.
Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment la prise de contact comme ça. Euh, D'y aller vraiment clair et succinctement. Moi, par exemple, maintenant, j'ai une assistante et c'est mon assistante qui lit mes mails. Les producteurs de ma société également, ils ont une assistante, c'est elle qui lit les mails. Et donc, en fait, partez du principe que le mail ne sera pas lu par la personne à qui vous destinez le mail, mais qu'elle sera lue par une personne qui va être relais. Donc, cette personne relais, en fait, vous devez lui donner dans le corps du mail les éléments pour qu'elle puisse vous présenter de façon efficace et attractive à la personne pour qui elle travaille. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important de mettre « on s'est rencontrés à tel endroit ». Ça, mine de rien, il y a un côté humain de si vous avez rencontré la personne, elle va se sentir plus obligée de lire votre projet. Ensuite, pitchez votre projet, on en parlera plus tard, mais pitchez votre projet de façon extrêmement rapide et efficace pour que la personne puisse dire « oui, ben, le projet parle de ça », que l'assistant ou le stagiaire puisse dire ben, « le projet parle de ça » sans même avoir lu le document que vous allez mettre en pièce jointe. Moi, j'aime bien aussi donner des petites références, tout ça. Enfin, bref, je vous en parlerai plus tard dans le pitch. Et donc, une fois que vous avez identifié qui vous êtes et votre objectif dans le mail, là, vous pouvez joindre un document qui sera lu plus tard si en fait on estime déjà par le biais de ce pitch que ce document mérite d'être lu. Moi, personnellement, qu'il s'agisse d'un long métrage avec un scénario déjà écrit ou d'un projet de série, je préfère faire et lire des documents qui sont très courts, genre 7-8 pages, 10 pages maximum, avec des jolies petites photos et des textes qui sont extrêmement ciblés et percutants. Ça montre que vous avez... ça montre une maîtrise de votre concept et une façon de parler de votre concept efficace. Et ça, c'est extrêmement attirant pour un producteur. De voir que pour apprendre à vous connaître et apprendre à connaître votre projet, il n'a pas besoin de lire le script complet et les 90 pages de votre film. Ce qui peut être intéressant aussi de mettre dans ce mail-là, c'est des liens vers des courts-métrages que vous avez écrits ou réalisés, ou potentiellement des extraits de script et des extraits de séquences pour qu'on puisse aussi juger directement de votre qualité d'écriture. Et voilà, mais pas le script au complet. En plus, si vous ne mettez pas votre script au complet, forcément, ça vous donne une cartouche supplémentaire, c'est-à-dire que le producteur, s'il est intéressé, il va devoir vous recontacter et il va potentiellement vous demander de lui envoyer le script. C'est à ce moment-là que vous pouvez sauter sur l'occasion et solliciter un rendez-vous, ou de lui-même, il va vous solliciter un rendez-vous avant même que vous ayez envoyé des éléments complémentaires. Donc, ne donnez pas tout, ne vous mettez pas à poil tout de suite parce que comme ça vous donne aussi des moyens d'être contacté et de solliciter des rendez-vous. Voilà, donc ça c'est pour la partie prod. J'ai juste regardé vite fait les questions. Peut-être que potentiellement je peux y répondre. Julie, je vais peut-être répondre à 2-3 questions tout de suite parce qu'elles sont assez, ouais, ok, ça va. elles sont assez ciblées sur le sujet. Puis Ok, comme tu veux. Voilà. Comment contrer la peur de se faire voler une idée? Alors ça, vous pouvez déposer votre projet à la SACD. Il y a un truc qui s'appelle e-dépôt. Donc ça, voilà, ça vous permet de protéger votre projet. Et donc, si jamais un producteur produit quelque chose qui ressemble à votre idée, vous pouvez toujours faire une action en justice. Maintenant, il y a une espèce de convention tacite dans le milieu où on considère que dès lors qu'on a reçu un projet, on ne peut pas faire quelque chose qui y ressemble. J'ai l'impression que la majorité des gens sont assez honnêtes vis-à-vis de ça, malheureusement. D'autant plus, j'ai envie de dire plutôt, que on ne protège pas les idées, on ne protège que les textes. Et donc, si vous avez une idée qui tient sur une page à peu près, en général, cette idée ne peut pas être trop protégée parce qu'on vit tous dans le même monde, on vit tous dans la même économie, la même société, dans le même pays a priori, on regarde tous les mêmes séries. Et en fait, c'est sûr et certain que votre idée, quelqu'un l'aura déjà eue et quelqu'un sera déjà en train de la développer. Et c'est pas parce que 2 personnes ont la même idée en même temps que l'une a volé l'idée de l'autre. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un argument qui est très, très compliqué à faire, de justifier, d'attaquer quelqu'un en disant qu'il a volé votre idée. Il faut vraiment se baquer et donc, du coup, déposer votre projet à la SACD, c'est toujours ça de fait. Maintenant, ça peut se passer et je dis pas que si ça se passe, c'est forcément avec une intention criminelle.
Au niveau des séries, vous avez parlé des séries, à mon avis, à grande échelle. Comment se passe dans les web-séries ou les séries avec moins de funding qui se font dans des conditions plus légères? En gros, ma question, si vous conseillez pour ceux et celles qui préfèrent garder plus de décisions artistiques, de chercher des formats moins industrialisés. Alors oui et non. En fait, en général, les décisions artistiques, c'est-à-dire qu'il faut, comme dans toutes les carrières, vous n'allez pas avoir toutes les responsabilités tout de suite. Donc, vous avez plusieurs choix. Ou vous décidez dès maintenant de garder votre vision artistique et effectivement, vous allez devoir passer par du crowdfunding et par des financements alternatifs ou de la web série. Le truc, c'est qu'avec moins de financement, vous avez moins de moyens en fait, pour avancer votre vision artistique. Donc, ça peut être détrimentaire pour vous de ne pas faire de concessions à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est un choix à faire au niveau de votre gestion de carrière. Vous pouvez aussi décider de sacrifier les 5-6 prochaines années au diable de l'industrie audiovisuelle pour ensuite, une fois que vous serez monté en expérience, de là, être le moteur de votre vision artistique et vous aurez tous les moyens de pouvoir la défendre. Là, c'est vraiment des choix qu'il faut faire avec soi-même. Alors, quelle est la fonction d'un script doctor? C'est exactement ça, c'est relever les incohérences. Un script doctor, c'est aussi une personne qui potentiellement a fait des études de narratologie. Tous les producteurs et tous les scénaristes, d'ailleurs, n'ont pas fait de ce genre d'études. Moi-même, j'en avais pas fait, j'ai fait une formation il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas, un script doctor, son métier, c'est comme quand vous ouvrez le capot d'une voiture. C'est pas parce que vous conduisez une voiture que vous savez comment elle fonctionne. Et c'est pas parce que aussi votre voiture tombe en panne que vous savez la réparer. Un script doctor, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il va ouvrir le capot de la voiture, il sait exactement quels sont les éléments du moteur, quelle est leur fonction. Et en fait, il sait très bien s'il bouge un truc là ou s'il bouge un truc là, que potentiellement, ça va résoudre votre problème. Donc, un script doctor, c'est ça. À mon sens, c'est ce que moi, j'apporte dans une collaboration avec un script doctor, en tant que script doctor. Après, vous allez avoir des script doctors qui vont vous dire ah ben moi j'aime pas, j'aime pas cette histoire et je trouve qu'en fait on devrait raconter telle autre histoire. Donc là aussi c'est pareil, hein, au niveau de tous les partenaires qu'on va vous amener pour vous accompagner artistiquement, il faut choisir le partenaire qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ça c'est des conversations. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation de confiance avec le producteur qui va vous accompagner parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir travailler avec les bonnes personnes. Où trouver un agent? Alors là, c'est un peu pareil. Vous pouvez trouver un agent en festival, vous pouvez trouver un agent sur Internet. Comme je vous disais, les agences en Belgique francophone ne sont pas répandues du tout, voire quasiment pas. Il y a des agents en Flandre. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut être néerlandophone ou tout du moins anglophone. Mais en tout cas, les agences se trouvent en France. Et comme je vous disais, il y a des agences qui sont spécialisées dans tout un tas de différents secteurs et sous-secteurs. Donc déjà, il y a des agents de stars. Donc là, c'est genre 10%. Ce sont des énormes agences, UBBA, VMA. Ça, ce sont des agences qui sont des énormes machines. Et en général, dans ces agences, vous allez avoir aussi un niveau hiérarchique. C'est-à-dire que vous allez avoir les agents stars qui vont représenter les stars. Et ensuite, vous allez avoir les agents débutants qui vont représenter des talents débutants. Donc, quand vous allez sur le site d'une agence, de toute façon, vous verrez bien la différence. En général, vous allez sur le site d'une agence, les agents stars ont des assistants et les agents pas stars en ont pas. Donc, en fait, selon votre niveau de carrière et ce que vous cherchez dans votre représentation, vous savez vers qui vous adresser. Après, il y a aussi des agences qui sont vraiment... il y a des agences qui sont gérées par une seule personne. Et ça, sont des agents qui sont prêts à prendre de nouveaux talents, qui n'ont encore rien fait. Il y a des agences aussi spécialisées dans la pub. Il y a des agences qui sont spécialisées dans les réalisateurs, il y a des agents qui sont spécialisés dans les jeunes diplômés d'école de scénario. Donc, je sais qu'il y a quelques agents qui, tous les ans, à la sortie de la FEMIS, contactent tous les étudiants et leur demandent s'ils veulent être représentés. Donc là, de nouveau, parlez-en à vos amis, parlez-en aux associations. Si vous cherchez un agent, faites-vous brancher par quelqu'un d'autre. C'est toujours plus simple. On est dans un secteur où le fait de se taper dans la main, c'est hyper important. Et en fait, on est dans un secteur où, comme il y a énormément de producteurs, mais alors encore plus de scénaristes et de réalisateurs qui veulent travailler dans le secteur. Et donc, en fait, c'est une des façons les plus naturelles et les plus simples de faire un tri. C'est en fait de se faire présenter par quelqu'un. Moi, je vais faire bêtement plus confiance à quelqu'un qui va me dire, mais un tel, je le connais. Parce que le relationnel, c'est le cœur de notre milieu. Et donc, c'est pour ça que je recommande de vous inscrire à des associations. C'est
c'est le réseau qui va aussi faire la différence chez vous, quoi. Ensuite, dans le panneau discuter. Ok, ben c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions avant la pause? Autrement, on fait une petite pause de 5 minutes et ensuite on passe dans le cœur du sujet, le pitch. Super. Ben, dans ce cas-là, il est 48. Je vous propose qu'on se retrouve à 55. Et voilà. Top. À tout de suite. Oui, à tout de suite.
Me revoilà. Je pense avoir résolu le problème de plein écran. Est-ce que vous voyez le truc en plein écran? Oui, là, on le voit en plein écran, oui, oui. Ok, super. Bon, il bouge pas. Ah voilà, il bouge maintenant. Top. Genre, j'ai passé des heures à trouver des gifs animés qui seraient mignons pour rendre la présentation rigolote et voilà. Ouais, ce serait dommage de ne pas les voir. Voilà. Donc, au niveau des questions, effectivement, oui, on va vous envoyer les slides. Je vais les envoyer à Julie qui va vous les transférer. Aucun problème de mon côté. Alors, le pitch, le gros morceau. Maintenant, vu qu'on vient de voir un petit peu tous les objectifs du producteur, on va aussi se mettre à jour un peu l'objectif du pitch. Vous, en tant que scénariste, jeune producteur, réalisateur, votre objectif, c'est pas de vendre votre histoire. En fait, votre objectif, c'est de vous vendre vous-même et de convaincre votre interlocuteur de vos qualités de scénariste, réalisateur ou producteur. Vous pitchez pour vous vendre et pour vendre une collaboration avec vous. Donc maintenant que vous savez ça, vous allez devoir, vous penserez, j'espère, le pitch d'une autre façon et votre attitude d'une autre façon. Moi, j'ai pitché des centaines de fois et penser ça, ça m'a simplifié aussi l'exercice du pitch parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous entrez dans la conversation avec la personne qui vous écoute, justement dans une conversation. Vous n'êtes plus dans un exposé. Vous êtes deux êtres humains face à face qui vont essayer d'évaluer s'ils ont envie de travailler ensemble sur un projet en particulier qui est le projet que vous allez pitcher. Donc, pour moi, le pitch est un puzzle. Et c'est un puzzle dont vous devez maîtriser les différentes pièces en amont. Je ne crois pas au par cœur parce que justement, le par cœur ne laisse pas la place à l'autre personne de vous répondre et ne laisse pas la place à l'autre personne d'interagir avec vous. Et c'est vachement, en fait, c'est juste aussi vachement plus sympa pour vous, en tant que personne qui pitch, de laisser l'autre personne vous parler parce que déjà, vous pouvez faire un break, vous pouvez vous sentir plus à l'aise. Et vous allez pouvoir créer du lien avec cette personne tout simplement. Donc la façon dont moi j'envisage le pitch, c'est comme une espèce de puzzle dont vous devez par contre très bien maîtriser les différents éléments. Et les différents éléments, enfin moi les différents éléments que je mets dans mes pitchs, je vous les ai listés là et on va les passer un par un et ensuite je vais vous montrer un petit peu les différentes articulations qu'il est possible d'avoir selon ce que vous pitchez. Mais en tout cas, c'est important de maîtriser ces différents éléments de façon indépendante les uns des autres. C'est bien d'avoir un ordre un peu prévu, mais c'est bien de maîtriser ça indépendamment parce que si le producteur vous dit ah oui, mais en fait, moi, ça m'intéresse plus ça, est-ce que tu peux me parler de ça? Vous pouvez répondre à cette question. Et ensuite, une fois que vous y avez répondu, vous pouvez repasser votre checklist et revenir vers l'ordre que vous aviez prévu et compléter le pitch sans avoir été perturbé de l'interruption. Donc, l'élément le plus important du pitch pour présenter une histoire, c'est ce qu'on appelle la logline. Pour la logline, en général, il y a une recette assez simple, c'est élément déclencheur, protagoniste, antagoniste, action. Donc, si je prends un truc de base comme Harry Potter, je veux dire, le jour de ses 11 ans, Harry Potter reçoit par courrier une invitation à s'inscrire à l'école de sorciers Poudlard. Et donc ça, c'est l'élément déclencheur plus le protagoniste. Ce que Harry ne sait pas, c'est qu'il est le plus connu de tous les sorciers car il a contribué à la fin de Voldemort. Et donc Harry va apprendre à devenir un sorcier. Je vous ai fait un truc horrible. Mais bon, comme ça, vous avez les 4 éléments. Idéalement, il faudrait que ce soit dans la même phrase. Une logline que je connais un peu mieux, ouais, voilà, c'est celle des Dents de la Mer, suite à des attaques par un requin tueur, un shérif qui a peur de l'eau va décider de sauver cette petite ville de plage. Et donc là, en fait, vous avez tous les éléments. Vous avez les attaques, vous avez les requins tueurs, vous avez le shérif qui a peur de l'eau et vous avez son action. Donc ça, c'est un peu la recette de base. Il y a aussi des loglines qui sont plus des taglines, donc c'est-à-dire vraiment des phrases quasiment de marketing ou de pub qui marchent très très bien. Donc vous pouvez adapter la logline à vos besoins. C'est vrai que quand on dit logline, on prend un peu peur quand on a des sujets qui sont un peu plus films indépendants. Votre antagoniste, ça peut être la société, votre antagoniste, ça peut être ça peut être le temps, ça peut être le protagoniste lui-même. Donc, adapter cette logline à votre projet.
mais c'est un exercice très intéressant en fait de réfléchir à la logline de votre projet parce que ça vous permet aussi, en tant que créateur, de vraiment resserrer votre projet sur vraiment sa base. Et c'est un bon exercice à faire aussi tout simplement dans le processus d'écriture pour vous rappeler ce que vous êtes en train d'écrire et ce que vous voulez dire exactement. Et donc, une fois que vous avez écrit votre logline, vous pouvez aussi y revenir dans le fil de l'écriture pour vérifier si vous êtes bien sur les rails ou pas. Et si ce que vous faites est encore plus intéressant que ce que vous aviez prévu de faire, dans ce cas-là, modifiez la logline en fonction. C'est un super exercice. Ensuite, l'autre élément du pitch sont les personnages et leur rôle narratif. Et là, c'est très important le côté rôle narratif parce que ça montre votre comme maîtrise de la structure de la narration et la maîtrise de votre propre narration. Donc, quand je dis personnages et leur rôle narratif, donc bien sûr, vous avez le protagoniste qui va devoir sauver le monde, qui va devoir se mettre en paix avec lui-même, etc. Donc ça, c'est sa mission et c'est sa quête. Mais vous pouvez aussi dire, dans sa quête, il sera accompagné par tel personnage qui va, en fait, aura le mérite d'apporter un peu d'humour dans l'aventure. Parce que voilà, ce personnage-là, il va lui apporter tel... il est super drôle et donc c'est grâce à lui qu'on va casser la l'effet narratif... pardon. Bref, vous savez ce que c'est qu'un comic relief, donc voilà, une fois que ce personnage-là fait des petites blagues, ça permet en fait d'alléger le ton du film, par exemple. Ou alors, à l'inverse, vous allez avoir un personnage qui va toujours être là pour apporter des conseils, ou qui va être là pour s'ouvrir. Enfin, il y a des films un peu nuls où il y a toujours le personnage un peu hacker qui est là pour amener l'information. Vous pouvez donner ce personnage-là au producteur, ça lui permet de comprendre que vous avez pensé comment votre protagoniste va avoir les différentes informations pour avancer dans l'histoire. L'antagoniste, c'est extrêmement important. Un bon producteur saura distinguer tout de suite si votre antagoniste il est assez fort parce que le protagoniste n'est qu'à la hauteur de l'antagoniste. Donc c'est très important de définir votre antagoniste, une fois de plus qu'il soit la société. C'est encore mieux si le côté c'est la société qui est contre mon personnage, mais en fait que votre société soit un peu manifestée par un seul personnage, ou plusieurs, ou quelques-uns, ou, un groupe de personnes. Mais c'est important de montrer votre lucidité vis-à-vis de vos personnages et de leur rôle dans l'histoire. Parce qu'en fait, si vous donnez ces éléments-là, le producteur peut d'une certaine façon anticiper pour lui-même ce qui va se passer dans votre histoire. Il peut lui-même déjà se raconter une histoire qui va lui plaire par rapport aux différents personnages que vous aurez mis en place devant lui. Et il va pouvoir visualiser tout de suite les différents types d'obstacles, les différents types de confrontations qui vont se passer dans votre film. Et ça vous permet en fait, d'économiser votre récit et de garder un peu de surprise parce que du coup, on se projette et déjà, on commence à épouser un peu votre vision. Le point suivant que moi, je donne quasiment tout le temps, c'est la fin. Pour moi, c'est extrêmement important d'entendre de la part d'un scénariste qu'il sait où il veut aller. Et aussi, c'est parce que c'est dans la fin, souvent, que se trouve le propos de l'œuvre. Dans le cadre d'une série, la fin, c'est le plus important, la fin de saison, parce que ça montre que vos personnages ont une trajectoire qui est pensée sur plusieurs épisodes, donc ça montre un peu la longévité de la trajectoire des personnages, et aussi ça montre le rebond que vous allez avoir pour la saison 2, et ça veut dire que vous avez vraiment réfléchi à l'articulation sérielle de votre projet. Dans un film, parfois, c'est pas dans un documentaire, c'est impossible de donner la fin. Mais dans un film, surtout si la fin, voilà, si c'est vous pitchez le sixième sens, vous ne pouvez pas ne pas donner la fin lors de votre pitch, parce que du coup, si vous ne donnez pas la fin du sixième sens, votre film n'est qu'un film de fantôme. Si vous donnez la fin, là, tout de suite, alors là, vous rêvez. Alors bien sûr, le producteur, il est spoilé d'une certaine façon, mais c'est là que vous montrez aussi votre originalité et une fois de plus, votre maîtrise de la narration. Ensuite, il y a les thèmes. Évidemment, les thèmes, c'est un très bon sujet de conversation et c'est un très bon sujet d'échange avec votre interlocuteur. C'est vraiment grâce à ça qu'on peut aller dans le personnel. Que votre thème soit la maladie, les droits LGBTQ, le fait d'être différent, tous ces thèmes-là, même juste la corruption politique, le changement climatique, en fait, tout ça, c'est mentionner les thèmes, c'est ouvrir une porte vers une conversation et c'est ouvrir une porte donc vers l'autre personne et créer du lien avec elle. Voilà, moi, j'adore parler des thèmes d'une série
ou d'un film. J'adore parler de ça. Et forcément, les thèmes, c'est là aussi où on va raisonner vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce que vous aurez envie de porter. C'est là aussi où se trouve le combat. Et nous, on a la chance de faire des métiers où nos œuvres artistiques ont des combats. Et là, sur ça, vous pouvez créer des liens très, très, très forts avec les producteurs. Et c'est potentiellement sur les thèmes aussi que les producteurs vont peut-être changer, dévier de leur ligne éditoriale habituelle pour venir vous accompagner sur ce thème-là. Quand il y a un combat aussi, évidemment, bah, ça aide à chercher des financements. Ça aide à chercher des financements peut-être dans des lieux auxquels on n'avait pas pensé auparavant. Mais en tout cas, le thème, c'est vraiment le cœur d'une conversation. Et c'est quelque chose aussi qui va pouvoir vous aider dans le fil du développement. Si vous êtes embourbé dans votre développement depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous rappelez avec le producteur le combat qu'il y a dans votre projet. C'est aussi un moyen de se redonner de l'énergie. Et enfin, les références. Alors, les références, c'est super important. C'est super important parce que, surtout dans tout ce qui est vraiment divertissement, on va dire, le scénario, c'est quand même un objet où on utilise énormément de stéréotypes. Et c'est par le stéréotype qu'on comprend très vite là où vous voulez en venir et ce que vous avez envie de faire. Donc les références, ça permet très très simplement et très directement de donner tous les éléments au producteur pour comprendre ce que vous avez envie de faire et le type de ton que vous avez envie d'utiliser. Par exemple, en comédie, c'est très important de donner des références parce que la comédie, quand vous écrivez un script, si vous voulez, elle arrive à l'étape du dialoguer. Donc ça veut dire que vous allez travailler pendant 6 mois, 9 mois, 1 an sur un projet de comédie où la comédie n'apparaîtra pas dans l'écriture. Et donc, c'est très bien de donner des références en amont parce que ça permet de rassurer et ça permet de tendre vers un objectif commun. Moi, je trouve aussi que moi, personnellement, j'ouvre. Vous avez vu au niveau des séries, j'ai mis référence en premier. Moi, personnellement, j'ouvre avec une référence. Alors, certains interlocuteurs un petit peu obtus pensent que si vous référencez une série américaine, c'est parce que vous-même, vous avez des rêves de séries américaines et que vous n'êtes complètement pas dans la bonne économie ou quoi. Bon, il y a quelques personnes qui m'ont fait cette remarque-là. La majorité du temps, quand vous donnez une référence, on sait très bien la prendre pour ce que c'est et qu'on est tous des professionnels et que c'est pas parce qu'on référence la série The Americans qu'on veut absolument faire une série et les Kerry Russell, quoi. Moi, je trouve que voilà, la référence, je trouve ça aussi très bien. Je peux vous donner des petits exemples. Mettons, vous dites, bah, en fait, moi, ma série, c'est Game of Thrones, mais ça se passe dans une école maternelle. En fait, la référence, ça vous permet aussi de faire un choc de stéréotypes qui va marquer votre interlocuteur et une fois de plus, qui va être quelque chose qu'il va pouvoir prendre avec lui et l'utiliser pour pitcher ce que vous venez de lui raconter très simplement. Donc, si je dis c'est Game of Thrones dans une école maternelle, donc potentiellement l'assistant qui lit le mail ou le producteur à qui vous venez de pitcher ça et qui en fait va le pitcher à son équipe, il va dire ah j'ai reçu un projet, c'est Game of Thrones dans une école maternelle, c'est super bien. Donc ça, c'est aussi des façons de marquer les esprits, de rester en mémoire et en plus de faciliter en fait, la diffusion de votre projet, de votre idée dans des situations où vous ne serez pas là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que le producteur, ce n'est pas forcément un génie du pitch. Et il y a plein de marchés économiques et de financement où en fait, vous ne serez pas là en tant que talent parce que c'est pas hyper épanouissant en plus pour les talents de se rendre dans des marchés comme le MIP, etc. Et quand le producteur il va pitcher à un financier, en fait, s'il peut dire ça, si vous pouvez lui mettre directement les mots en bouche, ça va lui faciliter la vie et c'est une collaboration sur laquelle il va pouvoir se reposer sur vous vis-à-vis de ça. Au niveau des... Donc là, je vous ai mis quelques petits exemples de puzzles que je vais essayer de vous illustrer et de vous justifier. Donc en série télé, moi, je démarre par les références parce que, si vous voulez, l'offre de série est tellement vaste que se distinguer, c'est très, très dur. Donc, si vous donnez une référence, Game of Thrones dans une école maternelle, on sait de quoi vous voulez parler, on comprend qu'il y a un peu d'humour, on comprend qu'il va y avoir des luttes de pouvoir, et on se projette tout de suite déjà dans ce que vous avez proposé, et on peut tout de suite aussi répondre, un message est déjà, ou ça m'intéresse, ou c'est pas mon genre. Donc là, ça va permettre d'économiser du temps à tout le monde. Ensuite, vous allez sur la logline. Ça, de toute façon, la logline, c'est important pour tous les projets. Et ensuite, là, en série, c'est super important d'aller d'abord sur les personnages. On n'a pas besoin que vous racontiez le déroulé de la saison 1 parce que déjà, par exemple, une série policière, moi, j'ai pas besoin que vous m'expliquiez comment le flic il va trouver tous les indices pour arriver au meurtrier.
Par contre, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelles sont les trajectoires de chacun des personnages et quelle est leur évolution sur le fil de la saison. Et donc, du coup, qui dit trajectoire, évolution, dit forcément conflit, opposition, obstacle. Les séries sont des objets narratifs de personnages. L'enjeu premier d'une série, c'est les personnages, donc vous devez orienter votre pitch sur les personnages. En plus, en racontant les évolutions des personnages, d'une certaine façon, vous allez raconter un peu en patchwork comment va se dérouler la saison et on va très bien comprendre où vous voulez en venir et les différents rebondissements que vous allez vouloir y mettre. Ensuite, là, je donne la fin de la saison 1 parce que c'est le cliff, ça permet de montrer aussi. Alors, si vous mettez la fin de la saison 1, c'est super important parce que ça permet de montrer dans quel type de série vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes dans une série où en fait le personnage il a fait toute une évolution pour revenir au point de départ, ce qui est tout à fait acceptable en série, c'est absolument pas grave. Et donc du coup, on sait qu'en fait en saison 2, il va refaire plus ou moins le chemin et que ce qui compte dans la série, c'est les événements et c'est potentiellement l'enquête et le criminel de la saison et tout ça, machin. Et du coup, ça nous donne une information sur la mécanique de votre série. Et ça permet au diffuseur tout de suite de savoir aussi dans quelle case il va la diffuser, dans quelle chaîne il va la diffuser, pour quel public il va l'adresser. Si à l'inverse, votre personnage il a fait une véritable évolution en fin de saison 1, alors potentiellement on est sur une mini-série. Ou alors si on est sur une série qui va revenir pour une saison 2, ça veut dire qu'il faut qu'il parte sur un autre voyage, sur une autre trajectoire. Votre personnage principal peut devenir père, peut-être père ou mère en fin de saison 1. Ça veut dire que la première saison aura été peut-être une saison sur l'infertilité ou des doutes sur la capacité ou pas du personnage d'assumer cette responsabilité. Et ça veut dire que, par exemple, la saison 2 sera sur la parentalité. Donc, ça permet aussi, ça veut dire que vous aurez une série qui sera plus chapitrée et pas nécessairement une série qui sera ce qu'on appelle bouclée. Et enfin, moi, je termine par les thèmes en série parce que finalement, des séries engagées à ce point, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que la notion de combat en série, elle est peut-être un peu moins là. Par contre, la notion de pertinence dans l'époque est très importante. Et aussi, une fois de plus, les thèmes, ça aide le diffuseur et le producteur à déterminer quel est le public type pour cette série. Et donc, ça, pour le producteur, par exemple, ça lui permet de savoir quel type de diffuseur il va pouvoir aller chercher pour financer le projet. Donc, moi, je les mets en dernier. Après, c'est mon choix personnel. Je suis sûre que si vous avez une série hyper engagée, c'est bien de mettre le thème au début. Moi, personnellement, pour les séries, je le fais dans cet ordre-là. Ensuite, pour un film, on va dire un film un peu classique. Là, c'est un petit peu comme la série, sauf que moi, je mets les références plus bas. Dans un film un peu classique, vous démarrez donc par la logline, c'est-à-dire la mise en place de la mécanique de narration. Ensuite, je vais dans les personnages. Alors après, je vais peut-être pas faire le trajet complet de tous les personnages dans le film. Je vais plutôt donner un peu le panel de qui va évoluer dans ce film, dans justement le rôle narratif. Et ensuite, il faut aller dans les références. Parce qu'une fois que vous avez donné ça, vous pouvez dire, voilà, en fait, moi, dans la logline et dans les personnages, vous allez dire tout de suite le genre. Est-ce que c'est un film d'action? Est-ce que c'est une romance? Mais donc, du coup, c'est bien de d'abord donner ces informations de narration et ensuite de mettre une référence par-dessus parce que si vous mettez la référence tout de suite, ça peut potentiellement vous être un tout petit peu détrimentaire parce qu'on va projeter peut-être autre chose que ce que vous avez envie de donner. Donc moi, je préfère que la référence vienne en nuance de la logline et des personnages. Et ensuite, les thèmes et potentiellement la fin. C'est au choix, ça dépend vraiment du type de film. Tous les films n'ont pas nécessairement besoin qu'on raconte la fin. On peut très bien se limiter à la situation de départ quand on pitch un film. Ça dépend vraiment si la fin pour vous elle a une importance, quoi. Donc comme je vous disais, le sixième sens, il faut absolument donner la fin. Mais si vous pitchez Thelma et Louise, vous n'êtes pas obligé de raconter qu'elles vont mourir. Ça, c'est votre choix. Mais bien sûr, si le producteur vous demande quelle est la fin, il faut la donner. Moi, une fois, j'ai pitché un truc et j'étais face à une personne qui m'a dit ah, d'accord, mais quelle est la fin? Bon, ben là, je ne vais pas la retenir de la personne, je vais la donner. Voilà. Pour la fin, vraiment, hors série, je pense que c'est. Et hors film où la fin, c'est un twist de malade, c'est vraiment optionnel. Au niveau des films indés, alors là, en fait, j'ai mis protagoniste et thème. Les deux pourraient potentiellement être intervertis. Mais les films indés, les films art house et tout ça, là, il faut vraiment...
c'est une toute autre approche à mon sens. Et les films indés, ils sont vraiment sur le point de vue artistique que vous allez amener au projet. Et donc, c'est pour ça que la narration arrive quasiment en troisième position, à mon sens. Parce qu'en présentant qui est votre protagoniste, qui sont vos personnages, et donc là, potentiellement, en allant dans leur psychologie et dans leur quête et, dans leur personnalité et dans leur voyage, vous donnerez plus d'informations que la narration, comme donc le film Julie en 12 chapitres, c'est ça? Julie en 12 chapitres. Juliette. Bref. Dans ce film-là, je pense que pour le pitcher, il faut pitcher qui est l'héroïne et quel est son voyage avant de pitcher vraiment la mécanique de narration. C'est ce qui est le plus intéressant. Et ensuite, donc voilà, protagoniste, les thèmes. Si c'est un film à thème ou si c'est un film combat, vous pouvez mettre les thèmes en premier. Moi, je suis un tout petit peu dubitative quand on démarre par les thèmes, quand les thèmes vous touchent personnellement. Ça dépend vraiment de la personne à qui vous allez parler. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous renseigner. Mais moi, j'ai un peu du mal avec les pitchs du genre oui, alors moi, ma mère, elle a eu telle ou telle maladie. Et quand je l'ai accompagnée dans sa maladie, il nous arrivait ça, ça, ça. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un film. Et c'est souvent, ça arrive assez souvent quand même. C'est parce que c'est normal, c'est de là que l'inspiration nous vient. Si vous faites un film, si vous avez envie de créer quelque chose qui vient d'un thème ou d'une expérience de vie comme ça, moi, je préfère dire ça à la fin, parce que si vous le dites au début, selon votre interlocuteur, une fois de plus, il y en a peut-être qui vont connecter directement. Moi, mon avis personnel, c'est que quand on pitch quelque chose comme ça, j'ai très peur que la vraie histoire prenne le pas pour l'auteur sur la mécanique de narration. Et donc, je préfère qu'on me dise d'abord une mécanique de narration qui me convainc, et ensuite, là, on me met le coup de massue en me disant, et en fait, j'écris ça parce que ça m'est arrivé, nanana. Et alors là, du coup, moi, je suis vachement investie et j'ai envie de porter votre projet. Si on le fait dans l'autre sens, je vais penser, ah, mais si ça se trouve, je vais pas pouvoir avoir avec cette personne la distance nécessaire pour travailler sur son film, parce qu'il va vouloir que le film colle à la réalité. Et moi, en fait, j'ai besoin que le film soit un véhicule narratif qui aille au bout. Voilà, donc ça, c'est avis personnel. Donc, renseignez-vous, c'est hyper important vis-à-vis de ça. Puis après, au-delà de ça, il y a juste des gens qui ont plus ou moins d'empathie et qui n'ont pas forcément envie de savoir ce qui vous est arrivé dans la vie. Et il y a des gens qui préfèrent que le personnel reste le personnel et que le professionnel reste le professionnel. Donc voilà, c'est à vous de manager ça du mieux que vous pouvez. Et donc, une fois que vous avez mis en place les protagonistes, les thèmes, là, vous pouvez faire la petite logline parce que ça aide quand même toujours la personne, une fois que, je vous l'ai déjà dit, à répéter de la façon la plus efficace possible et la plus proche possible de votre projet, de le repitcher à quelqu'un d'autre. Et ensuite, les références et potentiellement la fin. De nouveau, la fin, c'est optionnel. Et les références, oui, dans un film indépendant, c'est hyper important de mentionner quels sont les réalisateurs qui vous inspirent ou les auteurs qui vous inspirent et les tons le ton que vous souhaitez porter. Et en fait, ces références-là permettent aussi aux producteurs d'évaluer le budget de votre projet, sa faisabilité et en fait aussi surtout sa résonance en festival sur un film indépendant. Un film indépendant, c'est pas le genre de film sur lequel on va vraiment faire des recettes. Donc c'est un film sur lequel on va, enfin, ce sont vraiment des projets où l'investissement temps est très fort et la perspective de recette est très faible. Et donc du coup, ce sont des films qu'on appelle des films à festival. Et donc ce sont des films où le producteur va combattre à vos côtés et porter le projet à vos côtés. Et donc, ça lui permet aussi de voir un petit peu les festivals auxquels il pourra vous inscrire et la potentielle visibilité qu'il va pouvoir apporter à votre film. Et enfin, dans un documentaire, qu'il s'agisse d'un documentaire en série ou en film, il faut bien sûr démarrer par le thème. Là, c'est évident, démarrer par le thème. Et ensuite, expliquer que ce thème, bien sûr, on n'allait pas faire un documentaire sur le sujet. En plus, les thèmes de documentaire, ils sont quand même souvent très, très vastes et assez flous. Donc, c'est bien de tout de suite raconter les personnages qui vont vous permettre d'explorer ce thème. Et donc, en fait, de dire que ces personnages aussi sont des points de vue différents sur le thème en question. Et enfin, de donner la logline
La logline d'un documentaire, c'est le postulat de départ, c'est-à-dire qu'un documentaire, c'est une expérience scientifique. Vous partez avec une théorie et en fait, vous allez passer le film ou la série à prouver votre théorie ou à prouver le contraire, ou même ne pas avoir de conclusion. Donc, la logline, c'est votre postulat de départ. Et ensuite, alors, moi, on m'a déjà pitché des documentaires qui ont déjà été tournés en partie. Si on me donne le postulat de départ et que je sais que le documentaire a été tourné, moi, je vais toujours poser la question de, mais du coup, vous en êtes où maintenant? Est-ce que votre postulat a changé? Quelles sont vos premières conclusions? Et ça, c'est vrai que c'est toujours hyper sympa quand on parle des documentaristes qui ont déjà travaillé, de savoir où ils en sont aujourd'hui et est-ce qu'ils ont un petit peu déjà changé leur vision. Et ensuite, des références de la même façon. Et les références, ce n'est pas forcément des références documentaires, ça peut être des références de fiction. Pour les références documentaires, elles sont là aussi pas pour donner des informations pas que sur le point de vue artistique, mais également sur le rythme, l'esthétique du documentaire et tout un tas d'autres choses, le ton, tout un tas d'autres choses qui ne sont pas juste moi je suis fan de documentaire, je regarde que des documentaires, vous pouvez aussi sortir du secteur pour montrer, voilà, parce qu'en plus aujourd'hui les documentaires se consomment quasiment comme de la fiction, donc c'est bien aussi si vous avez un documentaire avec des vrais rebondissements, d'expliquer comment vous voulez mettre en scène ces rebondissements, voilà, en utilisant des références de fiction. Voilà à peu près le puzzle du pitch. Je vérifie, je crois que c'est ma dernière slide. Exactement.